Signore e signori, cari amici torinesi, l'an 1814 est une date clé dans l'histoire des musées en Allemagne et des musées égyptiens en particulier. Ludwig, le prince héréditaire de Bavière, le futur roi Ludwig Ier, lance un concours d'architecture pour la création d'un musée d'antiquité à Munich. Après plusieurs visites à Rome, il a décidé qu'il nous faut aussi à Munich ce qu'on appelle à Rome museo. Je répète, qu'il nous faut aussi à Munich ce qu'on appelle à Rome museo. Bien que le prince a formulé sa vision d'une architecture de style grec, un des architectes, Haller von Hallerstein, présente un projet qui s'inspire du temple d'Hathor de Dendera, sans doute d'après la description de l'Égypte, mais le concours est gagné par Leo von Klenze, qui deviendra un des plus fameux architectes classicistes en Allemagne. Les plans pour la future Glyptothek. Les plans pour la future Glyptothek prévoient une salle égyptienne qui ouvrira le tour du musée pour souligner, comme déclare von Klenze, le fondement principal sur lequel repose la sculpture grecque. Et on verra dans le fronton, sur la façade de la Glyptothek, un sphinx égyptien. 1814 est aussi la date de la première acquisition importante d'art égyptien par le prince. Son agent Martin Wagner cherche à Rome des sculptures pour la future Glyptothek. Rome, à cette époque, est le centre mondial du marché des antiquités où les collections des grandes familles sont en vente, des Barberini, Giustiniani, Sciarra Colonna, Rondanini. Au milieu des statues hellénistiques et romaines de la collection Barberini, Martin Wagner découvre, comme il écrit à son prince, une statue égyptienne authentique de granit noir. Je dis égyptienne authentique parce qu'elle n'appartient pas à ceux qui étaient faits à l'époque d'Hadrien par des sculpteurs grecs et romains d'après des formes égyptiennes. Il s'agit de l'Osiris Barberini, connu depuis le milieu du XVIIe siècle. Même aujourd'hui, l'importance de cette statue est soulignée par sa place d'honneur qu'elle occupe au nouveau musée d'art égyptien de Munich au début de la première grande salle de sculpture sous l'installation de Maurizio Nanucci de Firenze, All Art Has Been Contemporary. Un an plus tard, vers la fin de 1815, une deuxième grande acquisition du prince Ludwig inclut des objets égyptiens. Après l'ère de Napoléon, on avait décidé de restituer aux propriétaires toutes les œuvres d'art déportées par Napoléon à Paris. Une bonne partie des objets provenant de Rome appartenaient à la famille Albani, qui décida de les vendre à Paris. Après de longues négociations,
le Louvre achète la majorité de la collection. Mais un groupe de statues qui n'a pas trouvé l'intérêt du Louvre est finalement acquis par Ludwig. Parmi ces statues hellénistiques et romaines se trouvent des sculptures égyptisantes de l'époque d'Adrien provenant de Tivoli, le grand Antinous en marbre rouge, deux statues de pharaons en marbre gris, une statue de Mine, un prêtre en granit, deux sphinx, mais aussi une statue d'Isis de l'époque ptolémaïque avec une tête mâle de la 30e dynastie. L'objet le plus spectaculaire est sans doute un obélisque. À Paris, il faisait partie du monument du général de C sur la place des Victoires. L'ensemble de ces acquisitions de Ludwig est transporté à Anvers, d'où il va en bateau sur le Rhin à Francfort pour arriver à Munich en juin 1816 sur un chariot tiré par des bœufs, un transport qui rappelle le transfert de l'obélisque de Rome à Paris, représenté sur l'Arc de Triomphe à Paris. En 1830, toutes ces pièces de grand format trouvent leur place dans la salle égyptienne de la Glyptothèque, où elles resteront jusqu'au bombardement du musée en 1944. Aujourd'hui, elles constituent une section particulière au nouveau musée témoignant l'égyptomanie romaine. Ces acquisitions et le projet de la Glyptothèque, qui sera inauguré après 15 ans de construction en 1830, rendent Munich et le prince Ludwig une adresse intéressante et prometteuse pour les antiquaires et collectionneurs. Grâce aux initiatives du monarque, Munich devient un centre d'art et d'architecture où on peut admirer la Loggia dei Lanzi et il Palazzo Pitti. Le Königsplatz, la place royale, avec la Glyptothèque à droite et les propylées en forme d'un pylône égyptien, est l'exemple représentatif de ce classicisme monumental. Ce sont là les circonstances sous lesquelles Bernardino Trovetti dirige son attention vers Munich. Dans une lettre du 20 juillet 1819, Leo von Klenze recommande au prince Ludwig l'acquisition de la collection Trovetti, la première collection évidemment. Il écrit « Il serait difficile de trouver une collection de diversité comparable et une occasion plus favorable de se procurer des antiquités égyptiennes. » Sans doute, von Klenze était au courant des négociations de Trovetti avec la France et l'Italie, et son plaidoyer pour une acquisition par la Bavière résulte aussi de la rivalité des nations européennes dans le marché d'art et d'antiquité. En attendant les réponses de Paris et Torino, Trovetti avait évidemment présenté des offres au prince Ludwig. Dans une lettre du 15 février 1820, il déclare « Je pourrais en avoir 500 000 francs en négociant avec la Russie ou la Bavière. »
L'intermédiaire entre Trovetti et le prince Ludwig était le consul bavarois à Trieste, Johann David Schnell-Criot. Le 4 novembre 1822, le prince Ludwig écrit à Georg Dillis, le directeur des collections royales, « Trouvez 6 juin l'inventaire de Trovetti, à renvoyer à Schnell-Criot et que je ne peux pas avoir l'intention d'acheter le tout. Mais si la collection aurait été destinée à la vente en portions, j'aurais peut-être acheté quelque chose. Si ça serait le cas, il veut bien me faire savoir avec indication des prix. » Un an plus tard, Trovetti prend contact direct avec Munich. Au mois de mai 1823, son neveu Bernardino Trovetti le Jeune se rend en Bavière où il a rendez-vous à Tegernsee, un petit village romantique sur le lac au sud de Munich, avec Georg Dillis. Il présente une lettre de recommandation du consul Schnell-Criot du 27 avril 1823, où on lit « M. Trovetti se rend dans la capitale du royaume de Bavière pour connaître d'abord une des villes les plus intéressantes de l'Allemagne, et ensuite pour tâcher de s'arranger avec son Altesse royale de prince héréditaire pour le tout ou portion de sa collection d'antiquités. Je désire que le voyage de M. Trovetti procure à son Altesse royale l'occasion d'empletter quelques objets qu'elle affectionne. Pour le tout ou portion de sa collection. Évidemment, la condition préalable que la collection constitue une entité inséparable, qui ne peut être pas coupée en parties, n'est plus valable. Tout ça se passe après l'échec des négociations premières de Trovetti avec Torino et Paris. La Bavière aurait eu la chance extraordinaire de l'acquisition de la première collection Trovetti et de devenir un Torino bavarese. Une rencontre entre le prince et Trovetti n'a pas lieu, et le résultat assez modeste de cette visite est l'acquisition de quelques objets, 4 stèles, 4 vases canopes et la statue polychrome du couple Neje et Mut Nofret de l'époque ramesside. Elle représente l'Égypte ancienne à gauche du roi, dans l'arrière-plan, sur un tableau de Wilhelm von Kaulbach qui porte le titre « Ludwig Ier, entouré des artistes et des savants, descend du trône pour regarder les œuvres de sculpture et peinture lui présentées. » Les objets arrivent un an plus tard à Trieste et c'est tout pour le moment à Munich. La visite du neveu de Bernardino Trovetti en Bavière a été mal comprise par les historiens comme une visite de Trovetti lui-même. Grâce à la publication des lettres de Trovetti par Sylvie Guichard et Laura Donatelli, il a été possible de corriger cette erreur. Malgré l'occasion perdue de l'acquisition de la première collection par le prince Ludwig, une des plus importantes œuvres d'art du musée égyptien de Munich est un objet trovettien. Pendant une visite
À Rome, en novembre 1821, le prince achète chez l'antiquaire Baseggio une statue monumentale. La statue cube de Pak Enkhonsu, le grand prêtre de Karnak sous Ramsès II. Sur les pieds... Oh. Je m'excuse. Alors, encore une fois, toute la série. Yeah. Sur les pieds de cette statue, on lit « Découvert par Jean Riffaut et sculpteur François à Thèbes, 1818 », comparable aux signatures de Belzoni que nous avons déjà vues. Heureusement, cette statue ne faisait pas partie de la première collection, mais trouvait son chemin vers Rome comme un objet isolé. Une lettre du roi Ludwig Ier, le prince est monté sur le trône en 1826, du 15 octobre 1830, adressée à Drovetti, fait référence à une visite de Drovetti à Munich. Le roi remercie Drovetti de ce précieux cadeau de quelques antiquités égyptiennes et il regrette de n'avoir pu de m'en acquitter de bouche, parce qu'il n'était pas au courant de cette visite. Il semble que Drovetti a rencontré Léo van Klenze et qu'il a présenté comme cadeau pour le roi bavarois un livre de mort de l'époque ptolémaïque. Plus tard, ce papyrus a été dédié par le roi à la Bibliothèque royale de Munich. Aujourd'hui, ce papyrus peut être admiré au nouveau musée égyptien. D'après une lettre de Klenze à Drovetti du 28 juillet 1831, ils ont parlé sur l'acquisition d'un sarcophage et Klenze a été chargé par le roi d'entamer la négociation pour l'achat d'un de ceux que vous avez bien voulu m'indiquer à Livourne. Les négociations restent sans résultat et les sarcophages stockés à Livorno trouveront l'intérêt d'un autre musée allemand, la collection égyptienne de Berlin. En 1830, quelques mois après l'inauguration de la Glyptothèque à Munich, on avait célébré à Berlin l'ouverture du grand musée que nous appelons aujourd'hui le Altes Museum, un chef-d'œuvre de l'architecte Friedrich Schinkel. Ce bâtiment ajoutait aux trois éléments du complexe architectural du dôme, du château royal et de l'arsenal comme les représentants de l'Église, du pouvoir politique et de l'armée, un quatrième pilier d'un État européen, la science et l'art. Ce programme se lit même aujourd'hui sur la façade du Altes Museum. Gulielmus, Studio Antiquitatis Omni Gene et Artium Liberalium Museum constituit. Frédéric Guillaume III avait fondé le musée pour l'étude de chaque genre d'antiquité et des arts libres. Studio Antiquitatis Omnigene, on y trouvait l'art grec et romain et une très grande collection de moulages en plâtre, mais on cherchait en vain l'art de l'Égypte ancienne. Le président du comité du musée, le grand savant Wilhelm von Humboldt,
avait insisté d'exclure l'Égypte d'une notion de la culture forgée d'un classicisme très, très pur. Son frère, Alexander von Humboldt, au contraire, était un grand amateur de l'Égypte ancienne et admirateur de Champollion. Il avait assisté à la présentation de la lettre à M. Dacier sous la coupole de l'Académie. Il habitait juste à côté, au quai Malaquais. Et grâce à lui, une collection d'antiquités égyptiennes était acquise pour Berlin en 1828, la collection Passalacqua. Giuseppe Passalacqua, un marchand de chevaux de Trieste, découvrit en Égypte son intérêt des antiquités. Il entreprit des fouilles à Saqqara et à Thèbes. Sa grande découverte était la tombe de Mentuhotep à Lassasif. La précision de la documentation de cette trouvaille est remarquable. La collection de 1600 objets était exposée à Paris dans la galerie Vivienne et grâce à la recommandation d'Alexander von Humboldt, le roi Frédéric Guillaume III acheta pour Berlin la collection Giuseppe Passalacqua inclus, qui insistait d'être le conservateur de la collection. Un choix de la collection Passalacqua trouvait sa place au petit château de Montbijou, qui présentait déjà une modeste exposition égyptienne des objets que Heinrich Menu von Minutoli avait collectionnés en Égypte en 1820-21. La majorité de la collection, 92 caisses, transportées de Trieste à Hambourg à bord du voilier Gottfried, était perdue en mars 1822 dans une tempête dans la bouche de l'Elbe, près de Hambourg. On cherche toujours l'emplacement de l'épave qui doit contenir des stèles, des statues et un sarcophage monumental en granit. Peu après avoir assumé le poste de gardien de la collection égyptienne à Berlin, Passalacqua commence à développer des plans pour un musée égyptien. L'exclusion de l'Égypte du nouveau musée de Friedrich Schinkel était sans doute une motivation pour Passalacqua d'aller son chemin individuel. Ce qui manquait dans la collection prussienne était l'Égypte monumentale. C'étaient les objets de grand format. Passalacqua connaissait les hangars de dépôt à Livorno et il savait bien qu'il y avait toujours un certain stock d'objets de grande taille appartenant à Drovetti, surtout des sarcophages en pierre et des statues colossales. Drovetti n'était pas un grand ami de Passalacqua, qui a été pour lui un concurrent au marché des antiquités, et Drovetti ne s'abstient pas des commentaires peu sympathiques sur ce monsieur. On ne sait pas si Drovetti s'est adressé de son côté à Berlin. D'après la documentation, à Berlin, jamais publiée, c'était Passalacqua qui a pris l'initiative et qui commençait en 1830 d'évoquer l'intérêt d'Alexander von Humboldt d'envisager l'acquisition des objets de Drovetti.
une liste d'objets établie par Pasalacqua, probablement à Livorno, et soumis au ministre von Altenstein et à l'intendant général le comte Brûle. Pasalacqua continue ses activités avec prudence et persistance extraordinaires. Dans une lettre adressée à Alexander von Humboldt, datée 18 juillet 1832, il donne un commentaire très pointu des obstacles qu'il trouve dans la commission des musées. Il dit « Même si Iktinos et Kallikrates, les architectes du Parthénon, même si Vitruvius, Phidias ou Canova, quel mélange, Apelles, Raphaël, Correggio ou Tizian seraient membres de cette commission, je devrais quand même constater, et avec moi chacun d'une certaine sagesse, qu'il ne serait pas une commission compétente capable de juger la valeur scientifique des antiquités égyptiennes d'un musée. Pas mal. La troisième collection de Trovetti ne contient plus les chefs-d'œuvre de sculpture qui étaient au centre des deux premières collections. Elle se compose, c'est la liste que Trovetti a présentée à Alexander von Humboldt, en français à gauche et la traduction allemande à droite. La troisième collection de Trovetti se compose surtout des objets lourds et de grand format. 2 sarcophages anthropomorphes de granit rouge de l'époque ramesside. Le premier appartient au grand prêtre de Ptah Hori et un deuxième à l'officier Meriti. Le sarcophage de Nectanebos, sa grand-mère, était une sœur du roi Nectanebo II, surprend par le nombre extraordinaire des figures divines en relief à l'intérieur et sur l'extérieur de la cuve et du couvercle. Le sarcophage de Paddy Izzet porte des reliefs de très haute qualité montrant la course du soleil. Le sarcophage ptolémaïque de Chet Hapi M. Iounou et d'un remploi. Sur son couvercle se trouve une représentation de l'oiseau bas qui vole vers le ciel sous les rayons du soleil. Et ces rayons sont composés des fleurs de lotus. Le sarcophage anthropomorphe en calcaire d'Achmose date du milieu de l'époque ptolémaïque. Cette collection couvre donc la typologie des sarcophages d'un millénaire. L'objet le plus remarquable de cette troisième collection était une statue colossale, assise, identifiée dans l'inventaire de Pasalacqua comme Ramsès. On savait maintenant lire les inscriptions de ces monuments. Cette statue, réutilisée à Tanis, représente Amenemhat II de la XIIe dynastie. Une deuxième statue de la même taille portant les inscriptions de Sésostris Ier. De cette statue, seulement une jambe et le trône décoré de reliefs excellents étaient préservés. L'importance d'une stèle cintrée en calcaire se révélait beaucoup plus tard, après la traduction du long texte hiéroglyphique. C'est le fameux rapport Ichernofret sur les fêtes d'Osiris à Abydos à l'époque de Sésostris III. En octobre 1836,
Le conservateur de sculpture Eduard Gerhard, qui deviendra plus tard directeur général des musées royaux, donne un rapport favorable sur les objets trouvés. Quand même, Passalacqua a des raisons de se plaindre de la commission de son attitude arrogante et ignorante auprès de l'intendant Brühl et le ministre von Altenstein. Finalement, le 1er août 1837, la commission artistique formule sa recommandation d'acheter les objets de Trovetti. 3 semaines plus tard, le ministre refuse. Mais le 20 septembre 1837, il va recevoir un avis que le prince Frédéric Guillaume, qui deviendra roi Frédéric Guillaume IV, et s'est prononcé en faveur d'une acquisition et que Josias von Bunsen, l'ambassadeur prussien au Saint-Siège, a déjà conclu le contrat. Une semaine plus tard, on commence d'organiser l'acquisition et c'est Richard Lepsius, à ce moment secrétaire à Rome à l'Istituto di Corrispondenza Archeologica dans le Palazzo Caffarelli sur le Capitole, qui est envoyé à Livorno pour s'occuper de l'emballage des objets et du transport à Berlin. Sa première activité pour le musée dont il deviendra directeur 30 ans plus tard. Le paiement échelonné du prix de vente de 50 000 francs se déroulera de 1837 jusqu'à 1841. Malgré des difficultés multiples, des diffamations d'êtres juifs, des mépris de ses qualités scientifiques, sans être jamais accepté par la haute société berlinoise, il faut remarquer qu'il n'y a aucun portrait de Passalacqua. Giuseppe Passalacqua a finalement réussi de transformer la petite collection égyptienne profondément. À l'arrivée des objets à Berlin en 1838, une nouvelle salle au château de Montbijou est installée et Passalacqua commence à intégrer les objets Trovetti dans ses plans jamais réalisés. Quand Richard Lepsius, après son retour de la fameuse expédition prussienne en 1846, commence à concevoir les salles égyptiennes au Neues Museum. Il dispose de la grande collection des sarcophages et les 2 colosses du Moyen Empire. Le fragment du 2e est reconstruit en plâtre d'après le premier. Ces 2 statues seront le centre spectaculaire de la cour égyptienne. Passalacqua restera officiellement directeur de la collection égyptienne jusqu'à sa mort en 1866, mais en réalité, c'est le jeune star Lepsius qui tire les ficelles. Sa vision du musée, comme un grand livre illustré, peint sur les murs, de l'histoire de l'Égypte, où les œuvres d'art ne sont que des éléments décoratifs, et en contradiction évidente aux idées révolutionnaires présentées par Passalacqua, mais refusées par le directeur général Ignaz von Olfers et par le roi. Une lettre d'Emmanuel de Rouget, conservateur en chef du département égyptien du Louvre, adressée à Conradus Lehmanns au Rijksmuseum van Oudheden à Leiden,
Après une visite à Berlin en 1850, quelques mois après l'inauguration du nouveau musée égyptien, cette lettre donne un commentaire qui se lit comme une réhabilitation de Passalacqua. De Rouget écrit « Ce que j'ai vu à Berlin, ce sont là des exemples que nous n'imiterons pas. » Grâce à Passalacqua, les gros objets de Rovetti sont aujourd'hui des éléments essentiels de la nouvelle présentation du musée égyptien dans le Neues Museum, restauré après 50 ans en ruine et inauguré en octobre 2009. Présentant les sarcophages du Nouvel Empire et de la Basse Époque, la cour égyptienne, transformée par l'architecte David Chipperfield en un monde souterrain ensoleillé, est devenue une vraie salle Rovetti. Et les deux statues du Moyen Empire, dont l'une domine actuellement le foyer du Metropolitan Museum à New York, seront la grande ouverture de la 4e aile du musée de Pergame en 2025, Inch'Allah. Merci. Grazie